Salut à tous. Désolée pour ce petit contretemps. J'espère que vous avez la baraka. Donc là, on est installé aujourd'hui à l'atelier de la claque, aka Rain or Shine. Donc comme vous pouvez voir, on a mis en place la table de cupping. Donc on est prêt. J'espère que vous êtes chaud, que l'eau bout. On est ravis aujourd'hui d'être avec Morgane du Cupping Club pour pouvoir cupé ensemble aujourd'hui en live sur cette nouvelle boîte sur le thème du Pérou. Donc je vais laisser Morgane faire l'introduction et puis c'est parti. Bonjour à tous, du coup, je suis ravie de ce premier cupping live avec Rain or Shine, Coffee Shop virtuel et vertueux. Le cupping de cette boîte-là du Pérou, c'est vraiment au cœur du projet du Cupping Club, en fait, de proposer vraiment de goûter le café ensemble aussi et de mettre en commun nos ressentis, nos façons de goûter, d'apprécier un produit, etc. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir proposer ça. Merci. C'est top de pouvoir le faire. C'est vraiment l'objectif du projet, c'est de proposer en plus des interviews et des partages de connaissances, des activités en live. Donc là, c'est notre première, donc on est très content de le faire avec toi aujourd'hui et c'est la meilleure façon de partager et de donner nos ressentis tous ensemble. Ouais, excellent. Voilà, donc aujourd'hui, on va partir au Pérou, dans la région de Cajamarca, qui est une région au nord du Pérou. Donc, pour ceux qui ont le feuillet, je vous invite à regarder la carte qui est tout en haut du feuillet. Pardon pour la qualité des images, si c'est un peu trop loin, en fait, mais on va essayer de rester dans le jeu du cupping, en fait, et de ne pas passer trop de temps forcément sur l'interaction, etc. Donc, on avait parlé de la façon dont ça va se passer, en fait, le cupping. Donc, on a préparé des tasses, une tasse de chaque pour goûter. Et la façon dont ça va se passer, donc, je vais d'abord poser, en fait, les jalons de qu'est-ce que c'est qu'un cupping, comment on cup, pourquoi on cup aussi, un peu, pourquoi on va cupper ces cafés-là comme ça, en tout cas. Et puis, ensuite, on va mettre en place les jeux. Et donc, l'idéal, ce sera que si vous voulez poser poser des questions, soit vous les mettez sur le chat et ça va être Manu qui va prendre le relais en donnant les questions après. Merci Manu. Soit vous les écrivez aussi sur Instagram. Alors Instagram, on le consultera vraiment à la fin parce que sinon on va faire des allers-retours et ça risque de rendre notre temps ensemble un peu particulier, quoi. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la façon dont ça se passait, on va passer 40 minutes, je pense, 45 minutes à parler cupping, à parler de dégustation, etc. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun. C'est pas du tout pour moi de faire un cours magistral ou de goûter juste avec toi. Voilà. Et donc, vraiment d'amener quelque chose de plus collectif. On va prendre à peu près 40-45 minutes autour de ce jeu-là. L'interaction avec vous, elle sera hyper importante pour justement préciser les ressentis. Voilà, vous verrez, les cafés, j'ai déjà goûté, ils sont super bien torréfiés. Je parlerai des contributeurs après. Donc, en fait, ça va être assez fin de les trouver, ce qui fait la différence. Et voilà, donc parlons d'abord de cupping. Ouais. Alors, ici, on a une moderne café avec sa petite plonge. Donc, qu'est-ce que c'est un cupping? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Cupping Club? Le Cupping Club, c'est un projet au départ, comme tu sais. En fait, c'est proposer un voyage dans une thématique. C'est-à-dire des différents éléments qui créent la thématique. Donc, on en a déjà parlé. Je vous invite à regarder la vidéo qui expliquait le projet. Oui, vous avez un podcast aussi, je crois. On a un podcast et c'est en ligne aussi sur YouTube pour les personnes qui veulent revoir toutes les interventions. Ouais. Trop bien. Voilà. Trop bien, j'avoue, je l'ai pas encore fait. Non, t'inquiète pas. Et voilà, donc l'idée du Cupping Club, c'est de proposer un voyage thématique avec 5 cafés. 5 cafés qui vont faire un focus. Donc ce mois-ci, Pérou, Cajamarca. L'idée, c'est vraiment à chacun de prendre ses marques pour devenir
son meilleur dégustateur, c'est ce mot qui n'existe qu'en anglais, qui parle d'empowerment, d'être capable de goûter et de savoir ajuster de trouver ses propres références en interne pour être capable de choisir son café. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et l'exercice d'aujourd'hui, donc ce sont des cafés qui viennent d'une coopérative qui s'appelle Copagro, dans la région de Caramarca. Et on a différents cafés, alors je ne vais pas les décrire tout de suite, puisque l'avantage du Cupping Club, c'est de proposer une dégustation à l'aveugle pour justement pouvoir se référer qu'à ses sensations, en fait, et se piéger soi-même aussi. Parfois, on a tellement de biais d'attente, d'appréhension par rapport à un produit. Donc l'idée là, c'est vraiment de goûter en aveugle, et puis vraiment d'aller chercher les ressentis. Alors, bon, et finalement, après, pardon, du coup, donc on déguste en aveugle et ensuite, après, on peut se référer au feuillet pour pouvoir vraiment avoir le détail de chacun des cafés ouais, c'est ça. à la fin des jeux. Ouais, en fait, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de goûter en aveugle dans un premier temps avec les jeux qu'on propose, ensuite d'aller vraiment chercher l'information, puis de regoûter. Parce qu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on disait à l'école ou dans n'importe quelle situation. Tu te saisis d'un sujet, et puis ensuite, tu as besoin de le revisiter pour vraiment acquérir ces nouvelles choses, en fait. C'est pas tellement le fait de la découverte dans un premier temps, mais c'est vraiment de confirmer et tout d'un coup de poser les référentiels en soi. Donc l'idée avec la routine de cupping, bah, c'est ça. Et avec le cupping, tu peux regoûter une autre fois, parce qu'on a assez de grains pour pouvoir cupper plusieurs fois. Ouais, absolument. C'est entre 2 et 3 fois. Hein. Ouais, c'est ça. Ça dépend un peu de la tasse, la taille de la tasse. Mais disons que si on est sur une taille d'une tasse de 200 ml, bah, on arrive à faire 3 tasses. En étant très économe sur la purge. Ouais. Donc voilà, après il y a les petites astuces sur la purge. Ouais, c'est quelques grammes aussi. Ouais, voilà. Ouais, il y a 40 grammes dans chaque sachet. Donc, d'accord. Voilà. Pourquoi on cup? On dit après, peut-être. Si, je vais expliquer pourquoi on cup. Alors, on cup. En général, le cupping, déjà, c'est un outil qui est utilisé, qui est génial parce que c'est utilisé par tout le monde en fait. Enfin, tout le monde dans l'industrie pourrait cupper. Les producteurs, les coopératives, les torréfacteurs, les acheteurs, etc. Enfin, tout un tas de personnes qui font la beauté de notre industrie aussi. Et du coup, on cup toujours, en général, on prépare 3 tasses, voire 5 tasses, voire 10 tasses, en fait, en fonction du protocole. Et en fait, on cherche en général à évaluer la qualité du produit. Donc là, on sait que le lot, c'est un lot qui a été accrédité d'une certaine façon. Donc, il a déjà une certaine qualité, donc on peut se permettre de couper qu'une tasse. Puisqu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est la différence dans l'exercice pour se dire, ok, bon là, je choisis quoi, sachant que la qualité est homogène, c'est choisi pour comme tel. Donc voilà, c'est ça le petit biais. Il y a d'autres types de cupping, mais celui-ci, aujourd'hui, c'est vraiment d'amener à la découverte. Ouais. Voilà. Top. Yes. On y go. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Eh ben, allons-y. Donc, on a utilisé, comme je vous ai envoyé par mail, on a utilisé de l'eau qui est une eau de Volvic. Voilà. Pour qu'on soit tous dans les mêmes conditions. En fait, en cuppant, on veut toujours minimiser tous les autres facteurs. Et donc là, on va... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit la boîte? Vous recevez les petits échantillons de café avec les numéros. Donc ensuite, on va encoder les tasses en dessous, en fait, avec des petites étiquettes. Voilà, merci Manu. Avec des petites étiquettes, donc ça permet toujours de préciser un peu, de s'assurer qu'on va bien en aveugle, aussi pour le préparateur en fait. Après ça, une fois qu'on a pesé, qu'on a respecté les ratios qui sont ceux du club en fait, eh bien on va moudre le café. Ouais, voilà. Et donc là, j'ai la chance, Sandra va m'aider à sémantique. Ouais, c'est ça. Et donc je le garde dans cet ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Non, en fait, on goûte en aveugle, il n'y a aucun ordre. Ce qu'il faut, c'est juste s'assurer que tu ne mélanges pas les tasses quand tu vas faire la purge, etc. Pour qu'on garde bien la numérotation. Exactement. Donc, chaque tasse est numérotée en fonction de l'échantillon. C'est ça, ouais. En fait, on a mis des petites étiquettes. Ça, c'est vraiment la clé quand on veut faire des dégustations. C'est vraiment pratique. Et donc,
c'est très simple. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de préparer mes tasses, puis tout d'un coup, je prends une tasse de purge pour aller plus vite. Ouais. Du coup, je me retrouve avec une tasse de purge qui est blanche, puis les tasses, ensuite, elles ont toutes été interverties. D'accord. Du coup, j'essaie d'être vigilante sur pas intervertir les numéros des... Ça marche. Donc là, je pars en mouture. Merci. On va garder le son du moulin. Vous allez entendre le K43 de la claque. Voilà. Alors, par rapport aux jeux qui sont proposés, donc sur la... Tout le monde est peut-être familier avec le Cooking Club. On a les jeux comme ça là. Donc, Manu, je te laisse montrer. Moi, je montre aux gens sur Instagram. Donc, on va commencer par le ranking. Ordonner les cafés. Donc, on va d'abord sentir, on va suivre un protocole un peu régulier, mais après on va rentrer dans qu'est-ce que c'est que la complexité, quelle complexité on sent sur chaque tasse, l'acidité, la douceur, le corps, et voilà. J'ai un petit souci avec Instagram. Voilà. Donc voilà. Donc pour cuper, il vous faut donc, les tasses de cupping. Ensuite, il vous faut des tasses qui sont des tasses d'eau chaude. Vous pouvez avoir aussi un crachoir. Donc là, c'est des super crachoirs. Ensuite, vous allez avoir 2 cuillères. On va suivre 2 protocoles différents de cupping. Vraiment, on va goûter de façon différente, mais en respectant ce qui a été proposé par la SCA pour éviter justement cette contamination, etc. Et voilà, donc respecter toujours les mêmes conditions pour s'assurer qu'on goûte bien le café. Merci Sandra. Alors, une fois qu'on a placé ça, donc là, on va, moi j'aime bien toujours rapprocher un chouïa de la table, puisqu'en fait l'objectif, donc on goûte en milieu neutre, d'accord? Donc c'est-à-dire que ni toi ni moi on est parfumé, donc ça on n'a même pas besoin de se le dire parce qu'on sait. Et on n'a pas non plus de crème sur nos mains, donc si on touche les tasses, ça va. Mais donc dans l'idée, en fait, quand on fait un cupping en groupe, ce qui nous arrivera bientôt de nouveau, on espère, on touche pas trop les tasses. Si on les touche par le bas, en fait, sans prendre les mains sur les bords de tasse, parce que tout le monde est un peu différent, mais parfois il y a des odeurs de peau qui vont coller sur les tasses, qui sont un peu gênantes pour... voilà, donc on essaie de respecter un peu ça. Et donc après, on va sentir. Tu commences ou je commence? Allez, je vais commencer. Allez. Donc, dans le principe, donc là, Sandra se mise de cette table, de son crayon, elle va prendre des notes. Donc, on pourrait même avoir un double encodage, d'accord? Donc là, je vais mettre les petites pastilles dessous. Peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. 918. Voilà, donc là, je remets des petites pastilles devant chaque tasse pour pouvoir quand même utiliser une référence sans avoir un double aveugle qui serait stérile. 723. 517. Voilà. C'est un 723. Et c'est toujours intéressant de goûter à plusieurs parce que ça permet vraiment d'ajuster un peu, de préciser, de comparer. C'est un peu le miroir en fait. Voilà. Je démarre. Oui, vas-y. Du coup, est-ce que tu devrais juste les mettre sans les toucher? Ah, pardon. En mettant juste ton nez ici. Pardon. J'ai moins écouté. C'est pas grave. Alors, quand on sent comme ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de... Enfin, parfois, il y a des cafés qui sont un peu muets, donc on est un peu déçus, on se dit « Ah, non, mais je devrais sentir quelque chose quand même ». Acceptons qu'en fait, on n'a pas senti quoi que ce soit. Et puis, ou bien, notons, celui-ci, il a un nez plus expressif. Alors, je n'ai pas forcément défini ce qu'il y avait dedans,
Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement en disant celui-ci, je sens plus de choses, celui-ci, il paraît un peu plus complexe, etc. Là, on est sur des cafés, on va chercher des notes qui sont très volatiles et qui sont apparues en fait à la mouture, en fait. Enfin, juste après la mouture. Donc c'est pour ça qu'on sent juste après. Et qu'on évite de moudre 1 heure avant, etc. Voilà, donc pour l'instant, on prend des notes, en fait. Tout va bien. Ouais. Donc on prend des petites notes. On repasse, non? Ouais. Bon, on est dans la même région. Et torréfié avec un profil qui est le même, en fait, pour tous les cafés. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait un petit tour, on fait un deuxième petit tour. Et puis l'eau est à 96, on a versé. Tu veux verser? Oui. Ok. Donc là, en fait, ce que Sandra va faire, c'est qu'elle va verser en s'assurant que la totalité de la mouture soit mouillée. C'est pas le tout. Donc effectivement, on a des ratios, mais en fait, on s'assure que la totalité de la mouture est mouillée. Donc voilà, ça paraît, c'est hyper simple, mais ça demande juste un petit geste et on essaie de faire toujours à peu près le même geste pour s'assurer que l'extraction, elle sera identique. Je ne suis pas breweuse. C'est parti. Bon, je vais lancer le. Vas-y, lance le chrono. Donc on met un chrono, on va avoir 4 minutes et on s'assure que la mouture soit bien humidifiée. Voilà. Et du coup, ça permet d'ajuster. Voilà. Une fois qu'on aura versé l'eau, eh bien, on va se précipiter au-dessus de la tasse pour aller sentir s'il y a des arômes volatiles encore qu'on va retrouver, qui vont nous donner quelques pistes, en fait, les arômes les plus subtils ou les éventuels petits défauts qu'il pourrait y avoir. Eh bien, précipitons-nous alors. je te laisse y aller. Là, j'en ai un peu renversé. Ça arrive. Donc là, sur la première phase, on viendra vraiment chercher les arômes. Et pareil, c'est ok. Si on ne sent pas grand-chose ou qu'on est incapable de mettre des mots dessus, il faut simplement accepter. On peut mettre des couleurs, on peut aller dans d'autres choses en fait. On peut dire ah tiens, mais là je sens plutôt des notes végétales. On va essayer d'aller vers les familles en fait, les familles d'arômes. À la fois, voilà, si c'est plus végétal, c'est des notes plutôt de noix, si c'est plutôt des fruits rouges, si c'est plutôt des fruits à coque, etc. C'est pas mal s'il y a 2 couleurs aussi. Ouais, les couleurs, ouais, c'est pas mal. Après, bon, on n'a pas tous les mêmes référents de couleurs, donc c'est pas difficile. Morgane, petite question pour toi, en fait, au niveau des arômes, est-ce que tu recherches la qualité ou tu recherches les défauts ou un peu les deux? Finalement, en fait, qu'est-ce que tu recherches? Alors, tu parles de famille d'arômes, mais est-ce que, en tant que professionnel, en fait, qu'est-ce que tu vas vraiment rechercher, en fait, à cette étape-là? Ouais. Très bonne question, merci Manu. En fait, quand on goûte, déjà, effectivement, en tant que professionnel, on va toujours chercher est-ce qu'il y a un défaut ou pas. Ensuite, on va chercher aussi, donc ça c'est la première chose, c'est la question clean cup, pas clean cup.
Ensuite, on va chercher quelle est la qualité. Parce que, et quelle est cette qualité? Donc, ça va être la qualité, on va parler de la complexité des arômes. Et voilà. Donc, c'est ça ce qu'on cherche dans le café. Ensuite, à trouver les familles d'arômes. Mais bon, en général, pour nos membres, on va dire que c'est arrivé une fois qu'on mette vraiment des défauts. Mais sinon, on n'en met pas trop. Oui, de manière générale, c'est peut-être pas l'objectif Non. de chercher justement le défaut, mais plutôt, Ouais. comme tu dis, le ressenti et plus Ouais, les familles et comment réussir à les catégoriser ouais, c'est chacun à ça. sa façon. Exactement. Et en fait, d'y aller par grande famille, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de préciser. Puis aussi, si par exemple je te dis framboise, tu vas me dire fruits rouges, parce que moi je suis plutôt sur des fruits. Oui. Alors si je commence par te dire, bah non, en fait, moi j'ai du fruité. Ah oui, quel type de fruité? Du coup, ça permet déjà de te dire, ah non, mais moi je suis seulement sur des arômes de torréfaction, de caramel, etc. Bon, bah là, on n'est pas d'accord, on va dire. Alors que si tu pars par la famille, déjà tu attaques sur quelque chose qui est plus consensuel et tu es plutôt sûr que tu vas pouvoir échanger avec ton acolyte de dégustation. Oui. Puis après, plus on avance dans la dégustation, plus on aura des descriptifs beaucoup plus précis aussi. Tout à fait. Donc là, on approche des 4 minutes. Moi, je vais juste ressentir une fois encore. Donc là, c'est purement informatif. Hein. Et là, on a une tasse d'eau chaude qui va permettre de briquer. Vas-y, Sandra, si tu veux briquer. Donc, un petit sopalin pour pouvoir essuyer sa cuillère. Et puis, voilà. Donc là, c'est pareil. En fait, quand on casse la croûte, eh ben, on va aller chercher toute la subtilité des arômes. Tu veux faire le suivant? Non, vas-y. J'ai déjà découvert la boîte. C'est vrai. Donc, je suis ravie. C'est toi qui le fasses. Toi, tu cherches quoi quand tu... Parfois, quand tu casses la croûte, dans la libération, tu peux capter peut-être des choses particulières qui s'évaporent, enfin, très évanouissant. Donc, j'ai l'air super concentrée, mais... À ce stade, la minutie qu'on apporte dans la préparation, c'est assez important parce que ce qui est vraiment parfois une différence d'1 grain ou de 2 grains qui font environ 0,15 g à 20 g, 0,15 g à 0,20 g. Bah, du coup, ça peut vraiment jouer sur l'expérience qu'on va avoir en tasse. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'être le plus précis possible. Oui, pardon. Oui. Est-ce que dans la pratique, en fait, ça veut dire que il vaudrait mieux presque peser la dose une fois moulu pour être sûr qu'on a exactement 12 grammes? Parce que finalement, avec la rétention dans le moulin, etc., etc., et puis une différence d'1 grain, en fait, il peut y avoir ces différences dont tu parles. Il y a des gens comme ça, oui, je veux bien que tu crèmes. Donc Sandra va crémer, regardez bien ce geste, ça demande une grande dextérité. Donc voilà. Des années d'expérience. Des années d'expérience pour que la crème ne s'échappe pas de la tasse. Là, on s'assure juste que le liquide qu'on va absorber, il va être propre en fait et qu'on ne va pas du coup s'étouffer en vaporisant dans la bouche. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, Manu, en fait, il y a des gens qui font ça. Je sais que Andrés de Beans on Fire, il fait ça parfois. Je crois que chez les dégustateurs qui dégustent beaucoup au quotidien, la question, c'est plutôt d'avoir le temps de bien le goûter et que si tu dois passer en plus le micro-temps à réajuster une fois moulu ce que tu auras fait, bon là, du coup, tu viens vraiment dans quelque chose d'un peu trop compliqué, un peu trop minutieux. Donc, c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je le recommanderais pas et personnellement, je n'ai pas cette patience. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à juger, à apprécier que d'aller
dans les détails. Mais après, tant que tu t'es mis d'accord sur une base qui est essentielle, d'avoir une eau avec une bonne minéralité, le même volume, le même temps d'extraction, la même gestuelle, tu as déjà minimisé un certain nombre de paramètres. Et voilà, tu vas rajouter quelque chose. Oui, puis il y a même des personnes qui vont aussi peser la tasse pour être sûr de mettre exactement la même quantité d'eau aussi. Et en fait, pour juste aller plus loin dans ce que tu dis, par expérience, on a vu avec Emmanuel notamment et Rémi de KB quand on était allé au Kenya, quand on était chez Dormans en pleine récolte où ils cuepaient, je sais pas, des centaines de cafés par jour. Ouais. Il n'y avait pas de purge. Enfin, à un moment donné, on va à l'essentiel. Ils ont tellement de café qu'ils te disent que s'ils font ça, ils n'ont pas fini leur journée. Et qu'effectivement, ils vont plus se concentrer, ils ont tellement l'habitude que voilà, ils sont focus sur la tasse et ils font pas cette purge comme nous on fait. Donc je pense qu'on a quand même, comme tu dis, on enlève quand même pas mal de risques d'avoir des tasses très différentes. De la même façon que, voilà, bon, faut pas que ça soit trop long, mais à la fin si vous arrivez à la fin de votre sachet, vous dites ah là mais il me manque de la purge, bah, vous prenez le même café un autre café qui n'est pas le café de la box et vous allez purger avec le même café. Et je pense que du moment que tu neutralises en fait avec quelque chose qui est le même, et ben tu viens vraiment voilà. Sachant que dans l'expérience de la dégustation, alors je me demandais si j'allais vous faire à tous l'exercice, mais on va pouvoir faire cet exercice, ça va peut-être nous faire du bien à nous aussi. Dans l'expérience de la dégustation, il y a énormément d'autres paramètres qui vont jouer, et notamment tout ce qui est la physiologie et de l'état, la respiration bien sûr. Donc c'est un petit exercice qu'on avait présenté avec le Cupping Club en 2006. C'était un exercice que je faisais pas mal aussi avant de goûter. Et on avait travaillé cet exercice-là avec Dayo aussi, les exercices de respiration. Ouais. Donc je propose à tout le monde de faire un petit exercice de respiration. Manu, on ne te voit pas. Tu peux tricher. Est-ce que tu peux tricher? Voilà. Donc l'exercice de respiration, on va mettre, je vais vous faire ça pendant 2 minutes. Donc vous allez mettre les 2 pieds bien ancrés au sol. Et puis ensuite, avant de fermer les yeux, vous allez me regarder. On va boucher la narine gauche avec le pouce, et ensuite on va alterner avec l'auriculaire ou l'annulaire voilà, et on va faire ce mouvement-là, et donc je vais vous proposer d'inspirer. Donc on va inspirer à gauche, donc on expire d'abord. On garde les yeux bien ouverts. On va inspirer à gauche pendant 4 temps. On retient et on expire à droite pendant 4 temps. On inspire à droite pendant 4 temps. On bouche la narine droite, on expire à gauche pendant 4 temps. Ensuite, on va inspirer pendant 4 temps. On expire pendant 4 temps. Avec la narine droite, pardon. On inspire pendant 4 temps avec la narine droite. On expire à gauche avec la narine gauche, bien sûr, pendant 4 temps. Inspire à gauche. 2, 3, 4. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Retiens. 2, 3, 4. Tu bouches à droite, tu expires à gauche. Tu retiens à la fin de l'expire. 2, 3, 4. Tu réinspires. Tu tiens ta respiration. 2, 3, 4. Tu expires à droite. Tu réinspires. Et tu souffles et on peut bailler. Est-ce qu'on est plus détendu? Bon, l'idée, c'est vraiment de se mettre à l'écoute en fait, du corps, parce que c'est vraiment avec toute notre physiologie qu'on va noter. Et Reza, qui a participé, qui a écrit les Cupping, qui est un ami, collègue iranien qui bosse au Qatar, en fait, puisqu'il a lu le Cupping Club, il le fait avant chaque Cupping, ce petit exercice. D'accord. On peut le tenir 1 minute minimum, à 3 minutes, c'est pas mal. Et en fait, ça permet vraiment de se poser
ça va dans le mood de tout ce qui est mindfulness, la D'accord. cohérence cardiaque, etc. Ça peut être mieux concentré ou de mieux percevoir les choses peut-être. Ouais, c'est ça. Ok. L'idée, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit exercice que j'ai eu. Donc là, ça fait 10 minutes, donc c'est la température idéale. On va checker la température. Et puis, alors Sandra a une autre technique que la mienne. Mais donc dans l'idée, voilà, avec le protocole de l'ASCA, je prends la cuillère, je vais là et Donc moi je vais mettre une petite cuillère, voire deux. Hop. Et boire directement de la tasse. Donc là on les goûte tous, hein, c'est ça l'idée. ouais, là on les goûte tous. Ouais, merci. Et en fait, on les découvre. On va essayer toujours de savoir est-ce qu'il y a une différence d'acidité, est-ce qu'il y en a un qui est plus complexe, est-ce que la longueur en bouche elle est plutôt amère, un peu peut-être un petit peu moins propre aussi, ou est-ce que par contre, pourquoi pas, c'est très sucré. Donc Okay. on va chercher ça. Donc là l'idée c'est de les passer assez rapidement pour noter déjà les différences qu'on trouve entre les uns et les autres. Alors, je vais recommencer. Pardon, j'aurais dû Non. dire. Alors je vous avais préparé un petit exercice, on va le faire après, c'est pas grave. Ouais. Déjà, le premier tour, on est pas mal. Ça permet de se faire une petite idée des familles d'arômes un peu. On va pas tout de suite mettre en commun nos ressentis. Bon, néanmoins, on voit que c'est quand même assez proche. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller chercher, voilà. Quelle est l'acidité? On va les classer par intensité déjà. Avant d'aller sur la qualité, on va les classer par intensité. Donc, quel est celui qui a le plus d'acidité? Déjà. Puis on peut aussi parler de la complexité. Je doute qu'on ait le temps de faire beaucoup plus que ça. On peut essayer. Alors, quand on goûte le café, on goûte toujours chaud, tiède et froid. Ça permet de confirmer le truc. C'est pas si évident. En fait, avec cette méthode, c'est quand même pas la même chose que la cuillère. Je vais quand même utiliser une cuillère.
c'est vraiment pas évident de trouver Je vais en mettre des échos. les différences. Les échos. Ouais. Alors là, on est un peu perturbé. On se dit que Pierre Guérin, la Tolfier, a super bien fait son taf. D'accord. Pour l'instant, on se dit même, on se pose même des questions. Quand j'ai bossé vendredi, je me dis mais quand même, c'est pas Il y a pas facile. de manger. Et en fait, on va préciser. Donc là, du coup, on est sur l'acidité. Moi, je veux bien avoir vos retours un peu sur l'acidité. Juste avant ça, si vous pouvez juste noter aussi la complexité et vous dire, voilà, est-ce qu'il y en a qui se ressemblent plus que d'autres? Excuse-moi Morgane, tu as dit en fait, et s'il y en a qui se ressemblent plus que d'autres, c'est ça? Il faut essayer de grouper aussi, pas forcément classer suivant la complexité, mais peut-être d'essayer de grouper aussi. Bah ouais, en fait, bon, c'est le deuxième exercice de ce mois-ci, mais oui, oui parce que en fait, là, on voit qu'il y en a. On peut fonctionner de cette façon-là parce qu'en fait, les différences sont quand même sur certains cafés assez subtiles, Ouais. je pense. Et c'est très bizarre de parler avec quelqu'un qui n'a pas de tête. C'est clair. Voilà. Ce sera dans le making-of. Mm. Ah, c'est dur. Mm. Très dur. Alors, je vais vous donner un tips. Et comment sont les gens là? Comment ça se passe la dégustation? Bon, moi je vous propose un petit tips. Déjà, en fait, j'aime bien cet exercice de grouper. Donc, ce qui va vous faire grouper les cafés, on va dire, c'est la sucrosité. Bon, je n'ai pas parlé jusque-là, donc c'est vraiment ce côté, en fait, ça fait saliver. L'acidité plus le sucré, ça fait vraiment saliver. Et du coup, est-ce que comme ça, t'en as qui paraissent plus sucré? Ouais, plus sucré. Plus Je... sucré, plus acidulé. Je refais un tour de table. Ouais, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant en cupping, c'est un peu comme dans la vie, on apprend, c'est une expérience de vie aussi, justement poser pour simplement être plus à l'écoute de ses sensations sans se mettre en fait la rate au courbouillon, en disant il faut que je trouve, il faut que je trouve. Mais c'est ok de ne pas être très au clair. En fait, on fonctionne par itération. Okay, ça veut dire qu'en fait, tu as une première intuition, puis c'est un peu comme un bruit. Tu parlais du bruit tout à l'heure. Bah, en fait, tu entends un bruit au loin, tout d'un coup, tu vas le préciser. Ah, et tiens, ça devient évident. Ou bien, bah non, en fait, c'est ce qui te paraissait juste à un moment n'est pas là. Donc, c'est pour ça qu'on fonctionne ainsi par itération dans le cupping. Oui, on a mis la barre assez haut, hein, cette boîte. Ah ouais. De ce que je ressens, pour répondre à la question de plus sucré, j'aurais mis peut-être les deux premiers. Ouais. Et après, les autres, je les trouve moins dans la douceur, mais il y a quand même de l'acidité, mais c'est un peu différent ces deux-là. Ok. Je sais pas, je mettrais eux ensemble et puis. Et les trois autres ensemble, comme ça. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Les numéros 918, 723, et du coup, les autres seraient groupés ensemble. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Alors, je vais parler pour moi en fait. J'ai pas forcément groupé exactement comme ça. Ouais. Moi, j'ai mis 274 et 345 ensemble et les trois autres ensemble. D'accord. Et je ne sais pas si les gens qui nous regardent en direct ont leurs échantillons avec eux ou pas. J'ai posé la question dans le chat, mais j'ai pas eu la réponse de tout le monde. Donc, je ne sais pas s'ils sont en train de faire l'exercice ou pas. D'accord. Alors, si j'ai une question un petit peu différente, moi je suis plutôt sur 918, 723 et 345. Mais du coup, Manu, ça me permet de te poser une question. Dans quel ordre est-ce que tu as tes cafés? Est-ce que tu m'as dit quoi? Tu avais groupé lesquels ensemble? Moi, j'ai groupé 345 et 274. D'accord, ils sont où?
sur ta table? Alors, en fait, moi, il se trouve qu'ils sont toutes, les deux premiers ici. D'accord. Est-ce qu'on va faire la même chose? Est-ce que tu peux, on va les mettre dans le même ordre, d'accord? Ouais, bien sûr. Bien que tu mettes le 918 en premier, Ouais. ensuite le 723. Je Ouais. l'aide, hein. Ensuite, tu vas mettre le 345. Mais, Après, euh, mais, 14, et après 345, tu dis quoi? 174. Ok. Et après Mais le alors, 500. bah alors explique-moi pourquoi tu me demandes de faire ça. Alors d'abord, je vais te demander de rebooter. Et Sandra aussi. De rebooter? Oui. Comme si c'était la première fois. Donc on commence par le 918, ensuite le 723, après le 345, ensuite le 274 et le dernier, le 517. Ah, mais t'as zappé le protocole du coup, toi. Oui. Je Ne sais faites, m'assurer. ne faites surtout pas ce qu'elle fait. Du coup, Est-ce que ça change un peu l'expérience? nous, on avait déjà ce ordre-là. Non, il y en a une qui a changé. Ah, t'as changé, pardon, j'avais pas vu. J'intervertis celle-ci et celle-ci. Moi, je reste sur la position. Ouais. Enfin, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de moins présent sur les dernières. Peut-être pas celle-là, en fait. Mais ces deux-là, oui. Ouais. Je les trouve plus par rapport aux deux premiers. Manu? Bah, pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que la 345, je la trouve vraiment différente. Ouais, c'est la plus Euh, différente. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas celle qui paraît la plus différente de toutes? Oui. Je suis d'accord avec toi là-dessus. En fait, la 345, elle a un peu plus de corps et un peu plus ronde, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je fonctionnais par les extrêmes. Donc, je suis d'accord avec vous sur 918 et 723. Il y a quelque chose d'assez semblable en termes de famille aromatique, etc. Ouais. Ensuite, 345, on ne sait pas trop comment la placer. Par contre, pour moi, ce qui était vraiment évident, c'est que la 517, la fin de bouche, elle est un peu sèche.
Et il y a une petite note terreuse que j'avais qui est un petit peu moins propre, un peu moins sucrée. Et dans la 274, il y a aussi un côté un tout petit peu plus végétal, mais il y a quand même une belle acidité en fait. Pour moi, il y a une complexité qui est moins présente sur la 274 et la 517. Voilà. Ouais. Alors 517, effectivement, moi je l'ai mis je l'avais mis un peu à part quand même parce qu'il y avait ces notes un peu particulières. Ouais. D'ailleurs, même, même en aromatique, en fait, j'avais mis un truc bizarre. Et d'ailleurs, Karine, en fait, elle a effectivement les échantillons avec elle. Et donc, elle a groupé 723 et 918 ensemble en mettant même un petit cœur à côté parce qu'elle les aime bien. Ah ouais, super. Bravo, bien vu. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir que sur la qualité, en n'étant pas dégustateur forcément, on est capable de faire preuve de discrimination, de discrimination positive, hein. Mais d'être capable de faire évoluer un peu une perception et surtout de sentir en fait ce qu'il y a dans la tasse. Voilà, bon. Alors, le 345, moi je le trouve un peu plus rond. Je le trouve pas fondamentalement. Il est quand même très sucré, je trouve. Il y a un côté banane aussi, un peu. Celui-là? Ouais. Moi, je trouve rien en fait dans cette tasse-là. Mais je sens rien moi sur cette tasse-là. C'est comme si. Alors, du coup, j'avais un petit exercice que je voulais vous proposer, juste pour c'était un peu délicat. C'était parce que le ridicule ne tue pas. Se boucher le nez. On fait ça avec des pinces à linge. Pourquoi? C'est pour pas avoir la marque? Pour pas avoir. On peut le faire avec les pinces à linge, comme ça aussi, mais c'était juste l'idée. Moi, avec 2 cuillères, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais l'idée, c'est vraiment de goûter juste au niveau des saveurs, en fait. Moi, j'y vais sans protocole. Vas-y. Donc, je me bouche le nez? Moi, je vais me boucher le nez avec les pinces à linge, en fait. Allez, hop. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça. C'était super mal. Sinon, on échange. Je passe la pince à linge. Sinon, je pince. Oui, avec la tasse, ça marche. Pour tous les malades du Covid. Ah oui, puis après, il n'y avait pas de pied qui dépasse, donc c'est. Ouais. Ça fait super mal. Je ne vous le conseille pas. Non, on va pas faire ça. Si vous pouvez en solo, vous pouvez vous boucher le nez naturellement avec vos 2 doigts. C'est pas mal. Alors. Ça va être pratique ça. Regarde le nez bouché. Et puis on va chercher. On va comparer par exemple 918, 145 et 517. Ok. Ouais, c'est la dernière. Ok. Je garde le bouger. Le dernier. 345, t'as dit? Ouais. T'as fait le dernier? C'est 517. 517. C'est pas très confortable. Oh, c'est pas évident. Ok. Du coup, est-ce que ça. Moi, j'ai l'impression de sentir des acidités assez similaires. Ouais. Voilà. Et fin de bouche. Un peu plus sèche là. Ouais, un peu plus amère aussi. Hein. Un petit peu, ouais. Un peu plus amère, un peu plus sèche.
Ok, bon, moi, c'est une façon d'expérimenter les saveurs. Mais là, ça se ressemble un peu plus. Ouais. Voilà, alors sans plus tarder, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais effectivement, Eva avait aussi les échantillons avec elle. Elle sent quand même plus d'acidité avec le 723, donc le deuxième. Et, euh, et de manière générale, c'est un peu difficile d'avoir des différences. Mais c'est vrai, quand on se bouche le nez, quand même, on n'est pas habitué à ça. Donc c'est pas évident. Ouais, c'est évident. Tu te concentres sur quoi quand tu fais cet exercice-là? Acidité, le corps, et puis la longueur, la fin de bouche, en fait. C'est vraiment ça. Amertume, du coup. En fait, vraiment les saveurs. En fait, on peut avoir que les saveurs. Donc, c'est pour ça que j'étais aussi assez à l'aise de goûter simplement dans la tasse. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de faire rentrer d'air, puisque tu n'as pas besoin de vaporiser les arômes enfin, les molécules de café sur l'ensemble du palais. Donc, ça permet vraiment d'avoir. Voilà. Bon, ça vous a plu l'exercice? Ouais, et On est puis ok. par rapport à, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement la région Ouais. qui produit et les profils qui sont du coup très similaires? Ouais, carrément. En savoir un peu plus sur, Ouais. sur la sélection? Carrément. Alors, bon, là, l'idée, il y a toujours un message en fait dans la thématique du Cupping Club. Et l'idée, c'était d'avoir des cafés du Pérou, parler du bio, mais pas seulement, parler aussi de la Pachamama, en fait, dans un temps où on a quand même on interroge un peu notre rapport à l'environnement, à la terre, et en fait de voir comment d'autres approches, qui ne sont pas forcément des approches, on va dire modernes, entre guillemets, parce que c'est des termes qui ressortent en anthropo, etc., peuvent aussi nourrir. Donc, là, on avait la chance de proposer plusieurs cafés et on nous a proposé différents cafés. Et là, l'idée, c'était d'avoir un café plutôt régional. Au Pérou, il y a énormément de... Bon, je vais d'abord placer les cafés. Donc, le café 517, c'est un café régional de la région de Jaén. Donc, c'est sur la carte, en fait. Donc, il y a une petite carte que j'avais même mise sur le réseau... voilà, donc c'est un café régional, c'est-à-dire que les différentes vallées de la zone ont permis d'avoir ce café-là. Et ça, c'est un café qui fait plutôt l'objet de tout ce qui est des achats combo, etc. Parce que c'est une qualité, on va dire, un peu standard. Il est moins sucré, moins acide. Il est aussi une finale un peu moins propre que les autres, en fait. Le café 274, c'est le café sur lequel il y a une petite erreur de numérotation, mais c'est un café qui a un assemblage de micro-lots, de 6 micro-lots. Okay. Donc c'est un café déjà avec on va dire, une acidité, une sucrosité, mais par contre on n'a pas, il n'est pas aussi complet, aussi rond et avec la même longueur en bouche que sur les précédents. Donc c'était l'idée. Et donc ça vient de la région de Huabal, qui est un peu au nord en fait. Où est-ce qu'on produit le café au Pérou? Je ne connais pas du tout. Alors, bonne question. En fait, c'est assez intéressant parce que. Alors, juste, je présente les 3 autres cafés. Et donc, il y en a un, le 918, qui vient du Front Pionnier. On pourrait s'expliquer dans le feuillet ce que c'est que le Front Pionnier, mais c'est l'endroit en fait où on va couper l'Amazonie pour en fait gagner des terres agricoles fertiles. Parce qu'en fait, tu as un précédent forêt, donc ça fait des sols qui sont hyper riches, etc. Et donc, ça vient de cette zone-là, sachant que c'est une zone qui est mise en culture depuis longtemps et que ça ne veut pas dire que ça vient d'un Front Pionnier en fait. C'est pas Et il faut entendre aussi tout l'intérêt que ça a aussi pour les populations locales d'être sur ces parcelles-là. Donc celui-ci vient vraiment du nord de la région de Cajamarca et les 2 autres sont plutôt voisins, ils viennent de la région de Jaén aussi. Et pareil, c'est des cafés qui sont faits par des petits producteurs. Donc c'est quoi un petit producteur? Ça fait à peu près 3 hectares en fait, voire 1,5 à 2. C'est un peu plus que la moyenne nationale péruvienne qui est à 1,89, donc ça c'est pour les données. Et en fait, eux s'occupent et ils vendent à la coopérative, qui s'appelle Coop Agro, un café qui est qui est séché, qui est récolté à maturité, qui est séché et qui est
bien soignés en fait. Et donc là-dessus, ces producteurs-là, donc le Tu parlais de 918, 3 premiers, le c'est ça? 723 et le 345, c'est des cafés de producteurs, donc ils sont récoltés, c'est des cafés lavés, on a bien senti l'acidité, la longueur en bouche aussi, côté vraiment très propre. Ouais. Et voilà, et donc ils sont... Donc ces trois-là sont dans la même région. Ouais, ils sont... En fait, tout vient de la même région, donc sur la carte, donc tu vois... sur la carte, on est... Manu va montrer la carte. Ouais, Manu va montrer la carte. Un peu plus haut. Ouais, voilà, super. Parfait. Donc on est tout au nord, hein, dans le creux en fait de l'équateur. Ici, cette région, eh bien, quand on l'a en focus, si tu retournes la carte, on voit le type de paysage exactement. Et là, on est ici. Donc le 918 est vraiment tout au nord. Frontière, c'est celui-ci. Ouais. Ensuite, ces deux-là, ils viennent plutôt de la même région. Et ensuite, il y a le 274 et le 517. D'accord, donc plutôt au sud du pays pour la majorité, c'est plus proche. Sud de la région de Caramarca qui est là, en fait. Et le Pérou est vraiment immense. Hein. Ouais, oui, tout en longueur. Ouais, tout en longueur. Voilà. Et donc, pour répondre à la question que tu posais, en fait, le café, ce qui était vraiment très intéressant, pour moi, en préparant ce feuillet, c'est qu'il est cultivé sur la zone frontalière entre les Andes et l'Amazonie, en fait. Et donc, visiblement, il y a une crise de fertilité sur les Andes, pour plein de raisons. En fait, il y a une population qui s'est peu à peu installée sur cette frange où on peut cultiver du café, mais parfois aussi de la coca, parce que c'est une plante qui rémunère extrêmement bien. Et donc, c'est sur toute cette frange. Donc, si on reprend la carte, en fait, tu vois, ça fait partie sur toute cette zone-là. Et à une altitude entre 1200 et 2100 mètres, en fait, sur tout le Pérou. Donc avec des thématiques un peu spécifiques. Et visiblement, la zone nord du Pérou, elle est beaucoup plus pointue en termes de qualité que le sud. Le sud vers la Bolivie, ils ont tendance, comme il n'y a pas forcément peut-être des organisations de producteurs qui sont aussi assez fortes, ils ont tendance à se tourner plutôt vers la coca, qui est une culture légale au Pérou, parce qu'en fait, ça fait partie des plantes qui peuvent être utilisées de façon médicinale, etc. Ouais. Et en termes d'altitude, c'est plus élevé ici. Enfin, comment ça... Non, c'est pareil. En fait, il faut vraiment imaginer en termes de paysage. T'imagines, t'es vraiment, tu vois là. Donc t'imagines, t'as un peu comme les contreforts du Massif central, tu vois. T'imagines. Non, mais il y a toujours une zone d'approche en fait, où finalement les reliefs s'élèvent progressivement, etc., jusqu'à ces hauts reliefs des Andes. Okay. Là, t'es vraiment sur cette zone-là. En fait, à la frontière entre les Andes, les hautes hauteurs, les hauteurs, et puis la partie plus plateau, Amazonie, etc. Et effectivement, ces deux zones, elles ne s'arrêtent pas là de façon abrupte, mais elles se chevauchent. Et du coup, le café, on imagine assez bien qu'il se retrouve dans toute cette zone de forêt qui est là, en fait. D'accord. Donc ça, c'est la principale zone caféière, c'est la zone caféière au Pérou. Alors oui, la zone, c'est ça, toute cette zone-là. D'accord. Après, la zone nord du pays, elle produit, je crois, Caramarca, elle produit 17% du café péruvien. Et la particularité de cette zone-là, c'est qu'en fait, les coopératives sont assez fortes, assez structurées, et c'est vraiment elles qui sont... avec leurs multiples certifications qui sont force de proposition pour ajouter de la valeur sur le produit café et du coup permettre des perspectives un peu plus réjouissantes aux producteurs avec lesquels elle bosse. Donc elle accompagne beaucoup sur la mise en marché, mettre en place de nouvelles pratiques, améliorer la qualité. Alors, ça paraît hyper classique, mais en fait d'ajouter de la valeur dans un contexte péruvien où visiblement il y a comme une sorte de lutte, non pas de classe, mais il y a des variances importantes entre les populations qui sont plutôt d'ascendance indigène et les populations qui sont plutôt d'ascendance, on va dire, qui ont plus de pouvoir, on va dire, même sans parler de la frontière coloniale qu'il aurait pu y avoir. Du coup, ça parle vraiment de ça, en fait, de ce côté du rapport à l'environnement, etc. J'ai fait une digression, là. Mais oui, mais de toute façon, il y avait un aspect aussi culturel, et puis tu voulais peut-être parler aussi... ouais, carrément. De la population indigène, il me semble. Ouais, je voulais en parler. C'est vrai on s'était dit qu'on allait mettre une petite musique tout à l'heure, mais on peut la mettre après. Mais voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans ces zones-là, on parle beaucoup de déforestation, on a beaucoup parlé d'Amazonie, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on... avec toi, Manu, on parlait de ça l'autre jour,
de la façon dont on peut toucher en fait, et vraiment avec le café de spécialité être un facteur de développement territorial, bah là on est vraiment au cœur du sujet, quoi. C'est-à-dire que bah là il y a des cafés qui sont dits des cafés combo. Alors je vous inviterai, je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là parce que je vous inviterai plutôt à le lire. Voilà, on a interviewé différentes personnes, ça a été assez intéressant. Mais c'est intéressant de dire qu'en fait avec ces cafés, bah, par exemple dans cette zone-là, Caramarca, le café de comment s'appelle-t-elle, El Cedro, Céline Dabias, en fait, ce café 918, et ben elle, en fait, comme elle est en train de se diversifier sur sa production agricole, ça va lui éviter de devenir une plume active, c'est-à-dire d'aller chercher un autre emploi pendant que sa récolte de café arrive, etc. Donc, c'est-à-dire elle cultive plusieurs choses différentes. Hein, ouais. Ouais, elle a des fruits et légumes pour sa consommation perso, elle fait aussi des orchidées, et en même temps, bah, comme elle a ce café qui est mieux rémunéré et qui lui est acheté à un meilleur prix, avec un engagement de long terme, avec Copagro, etc., bah, ça lui permet vraiment de mieux, d'envisager le futur de façon plus sereine. Et ça, c'est assez important parce que, en fait, pour beaucoup de petits producteurs, bah, t'as pas forcément ce levier, rentrer dans un cercle vertueux de développement. Pas d'engagement forcément. Enfin, l'engagement sur plusieurs années, en tout cas, je sais pas comment ils l'organisent, en tout cas, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Ouais, carrément. Voilà, et du coup, ça c'est assez intéressant. Et c'est aussi assez particulier parce qu'on avait fait une box l'année dernière sur la Colombie, en fait. Donc, vous avez reçu, il me semble. Ouais, et en fait, on parle de la Colombie, puis on parle plutôt café, et la taille moyenne des exploitations, c'est encore plus petit, c'est 1,77 hectares par producteur en moyenne. Et c'est vraiment quelque chose qui est institutionnalisé depuis 1927. Alors, j'ai quand même révisé un peu. Ouais. Et en fait, au Pérou, c'est pas du tout comme ça. En fait, la culture du café, elle est beaucoup plus récente. C'est pas un produit qui a été accepté culturellement, en fait, par le peuple péruvien. Donc, la consommation est hyper faible. On consomme un peu de soluble, en fait, comme beaucoup de pays producteurs. Et mais surtout, ils n'ont pas vraiment adopté. C'est vraiment une culture de rente. Et ça date que des années 50, en fait, avec des organisations qui sont mises en place et un mouvement coopératif hyper fort et des rapports de force qui sont assez forts aussi, qui expliquent aussi cette question des combos qui est particulièrement brûlante au Pérou. Et en fait, du coup, j'arrive petit à petit à la question indigène, mais visiblement, au Pérou, en fait, il y a 50% de la population qui est dans ce monstre Inca, même s'il ne faut pas simplifier avec juste une lecture de, entre guillemets, race ou je sais pas quoi, surtout en ce moment. Mais puis 37% de la population qui est plutôt métissée. Et en fait, il y a une autre partie de la population qui, du coup, est plutôt au règne du pouvoir, en fait, et avec une importance très importante, une très grande importance de tout ce qui est minerai, etc. Et en fait, le café, ça permet juste de sédentariser des populations dans certaines zones. Les populations qui sont plutôt des populations indigènes, qui seraient tentées potentiellement de quitter la campagne, d'aller vers les villes, chercher un peu d'emploi. Donc ça a été une sorte de paupérisation, même si les cours sont toujours dramatiquement bas, qu'il y a une partie de ces cafés qui sont achetés quand même à un bon prix, parce que c'est Copagro, etc. Mais il y a pas mal de questions qui se posent. Et en fait, au Pérou, ce qui est assez intéressant, c'est que les indigènes, il y a une plus grande fierté, visiblement, de la population indigène aujourd'hui. Et du coup, ces mouvements se sont structurés pour justement accéder à d'autres droits, etc. Donc moi, je ne savais pas, on apprend toujours, que justement, il y avait une déclaration des droits des peuples autochtones à vivre en isolement volontaire et librement et selon leur culture. Ça, je ne savais pas, mais par exemple, c'est des choses dont ça ne concerne peut-être pas nos producteurs de café directement. Mais en tout cas, il y a vraiment une spécificité culturelle qui est un peu particulière parce que ce sont des gens qui ont migré vers cette zone de front pionnier pour aller à la recherche des terres qui soient des terres plus fertiles. Et voilà. J'espère que j'étais claire. Oui, absolument. C'était hyper complet. Ça nous permet de faire une cartographie du pays que personnellement je connais peu et puis même pas du tout en termes
de café. Donc c'était hyper intéressant. Voilà, merci Morgane pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont été présents et qui ont cupé en même temps que nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Manu? Tu voulais parler d'autre chose? Ça s'est arrêté. Non, je pense que c'est pas vraiment la peine en fait. Ouais. Je sais pas si tu en as vraiment parlé, mais comme c'est marqué dès le début en fait du petit feuillet en fait, Pachamama en fait, tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi en fait tu en fais référence? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, la Pachamama, je me remets derrière. La Pachamama, c'est plutôt, c'est en fait c'est une cosmogonie, c'est une certaine vision du monde qui veut, enfin, de ce que j'en ai compris, parce que je t'en approche progressivement par des lectures, etc. Mais c'est vraiment une vision du monde où en fait, l'homme fait vraiment partie de la nature et tout est tissé suivant une toile d'araignée un peu. Et donc, il y a un rapport de respect, comme si la nature était le prolongement aussi du corps, et la nature nourrit, la nature prend soin. Et du coup, c'est vraiment une vision très andine. Donc, ça fait partie des Andins, enfin de la culture andine. Maintenant, et aussi d'une certaine façon, parce que ce que ça recouvre, ça existe aussi dans d'autres cultures en fait. Ça existait même en Anatolie pendant un moment, etc. Et en fait, l'idée, c'était et aussi chez les peuples amazoniens, il y a vraiment une connaissance de la nature, de la façon de vivre avec aussi, et qui sont des modes qui sont assez différents. Visiblement, il y a un voilà, et ça paraît moins rationnel en fait, puisque ça parle aussi d'une certaine forme de spiritualité, où finalement le vivant est animé par un espèce de souffle un peu divin et qui voit le divin un peu incarné dans la nature en fait. Et c'était simplement cette réflexion de dire ok, mais pourquoi le Pérou, ils produisent une quantité très importante. C'est plus les leaders aujourd'hui, parce que je crois qu'ils se sont fait dépasser par le Honduras. Mais ils produisent beaucoup de café bio et de café équitable. Et c'était de dire, en fait, qu'est-ce que ça raconte de l'héritage qu'ils ont, l'héritage culturel sur justement cette Pachamama. Voilà. Donc après, c'est vraiment une notion que j'ai plus été interrogée. Donc c'est pour ça qu'on a interviewé un anthropologue qui travaille beaucoup avec les populations indigènes, mais qui travaille aussi avec les mouvements coopératifs pour justement leur permettre d'accéder à des meilleurs marchés. Et qui disait, mais en fait, c'est difficile de dire qu'en fait, quand tu te déplaces, quelque chose qui était culturellement ancré dans un territoire, en fait, tu vas l'emmener avec toi. Donc, ce qu'il disait, avec toujours le recul scientifique que tu connais, c'est, tu sais, le scientifique, il a toujours tendance à dire, oui, peut-être, mais on n'a pas de preuves. Donc, en fait, pour avoir, même en sciences sociales, pour avoir vraiment une preuve qu'il aurait déplacé, et ça pourrait expliquer justement ce côté plus bio, en tout cas ça pourrait correspondre à une certaine culture, il faudrait une étude plus globale en disant comment est-ce que aujourd'hui on rend hommage. Donc peut-être le rituel le plus fort par rapport à la Pachamama, c'est vraiment ce truc de rendre à la terre aussi ce qu'elle donne et de lui témoigner du respect pour ce qu'elle offre en fait. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est leur façon c'est de cette façon-là qu'ils cultivent le café. Donc. Alors, du coup, ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il y a une espèce de, je sais pas, de schisme qui dit, le café, c'est une culture de rente. J'ai aussi besoin de manger. Il faut que je sois aussi en phase avec mon monde moderne dans lequel je vis, quoi. Mais ce qui, par contre, dans les réflexions qui sont cool, c'est plus, visiblement, Céline Alias, elle a ce rapport-là. On avait pu avoir une petite citation qui disait, en fait, je suis heureuse avec la nature qui me nourrit, qui me porte, qui me protège, mes poules, etc. C'est des gens qui vivent très simplement. Et c'est... Voilà, en vrai, il faut poser plein d'autres questions. On peut en discuter pendant très longtemps, ouais. On peut finir... Voilà. On peut se finir... Mais du coup, ce soir. c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que pour ce numéro sur la Pachamama, il y avait
il y avait cette question de, ok, pourquoi pas avoir un vrai gros entretien avec Emilio Rojas, parce que ça parle beaucoup de, enfin, on a parlé de plein de sujets super intéressants. Puis finalement, le parti pris, parce que c'est un feuillet, il est dense, mais on ne peut pas non plus tout mettre dedans. C'était d'amener un conte, en fait, parce que le conte ou la lecture, c'est ce qui permet parfois de plus s'approcher, en fait, de quelque chose qui n'est pas du tout dans notre mode de fonctionnement, en fait. Et par contre, en complétant, visiblement, il y a une discussion entre des philosophes, des ethnologues et des anthropologues aussi, puis d'autres personnes aussi. Aujourd'hui, il y a tout un attrait aussi pour une sorte de renouvellement d'une forme de spiritualité, en tout cas réinventer un mode de vie avec la Terre. Oui, avec la Terre. Et plutôt pour, c'est ça, l'histoire de la relation, pas sur la Terre, mais avec la Terre, vraiment dans cette histoire de relation. Et visiblement, ce qui était dit dans cet article en espagnol, c'était un chercheur colombien qui disait ça, bah, c'est comment changer et changer notre façon d'habiter le monde pour passer d'un mode de vie colonial à un mode de vie décolonial. Alors ça, c'est des choses qu'on entend énormément en ce moment avec tous les mouvements, l'écologie politique, etc. Et les mouvements justement de lutte pour des droits, en fait. Et donc voilà, donc, on oppose ça, le pachamamisme et le modernisme, en disant notamment, en fait, il y a énormément de choses. Alors, je sais que c'est un thème qui était cher aussi, Manu, cette question du spirituel, divin, etc. On en a déjà pas mal parlé, mais on pourra rediscuter. Mais l'idée, c'était plutôt de dire le modernisme, d'une certaine façon, il a échoué, en fait. Enfin, il est même s'il apporte énormément de réponses et de compréhension et qui vient structurer. Mais il y a peut-être des choses à aller chercher dans d'autres cultures, dans d'autres façons de voir la vie, la relation, pour arriver à quelque chose de plus... Enfin, qui nous grandisse, quoi. Ouais. Et donc ces cafés du Pérou nous amènent à cette réflexion. C'est ça, tout un programme. Voilà. Ça me donne envie de réécouter Manu Chao, du coup. Parce qu'il parle beaucoup de la pêche. Voilà. On a tout. On a la philosophie, on a la musique, on a le café. Et puis un petit mot pour Cristina Flores, parce que c'est vrai que j'adore en fait ses illustrations aussi. C'est magnifique ce qu'elle fait. Donc bravo pour avoir mis ça là-dedans aussi. Ouais, alors il y a une personne qui fait beaucoup pour la culture et le café aujourd'hui et qui s'appelle, c'est Cristina Chiouz notamment, et qui a, en fait, je l'ai appelée, et elle connaît énormément d'artistes latino-américains qu'elle met en avant, voilà. Et en fait, je l'ai appelée, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse parler à la fois de café, qui soit du Pérou, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un, et de pouvoir ajuster cette thématique un peu de Pachamama, de cercle en fait, de matrice, une idée de matrice. Et en fait, elle a sorti Cristina Flores Pescoran tout de suite en fait. Merci pour la musique. Et du coup, c'était vraiment canon. Elle condore pas ça. C'est vraiment canon. Et ça lui a beaucoup plu. Elle a beaucoup aimé le conte aussi qui a été raconté par Cucha del Águila, qui est une conteuse qui compte en français, qui compte en espagnol. Et voilà, du coup, si vous avez envie d'explorer un peu et que vous avez toujours cette âme d'enfant, vous pouvez... mais il y a plusieurs façons d'explorer. Moi, au début du confinement, j'ai relu Le vieil homme qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Et j'ai regardé La Pachamama aussi, un film d'un Argentin, je crois. Et Painantine, c'est un petit film d'animation qui fait 1 heure et qui est hyper beau. Trop bien. Super bien, ouais. C'est mon seul film du confinement. C'est ça. Pas eu assez de temps. Ouais, il n'y a pas eu assez de temps. Tout. On a pris du temps, hein. Ouais, mais c'est parfait. En fait, on a bien fait le tour. Et puis, de toute façon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dedans. Donc, ça vaut le coup de se mettre à s'abonner donc au Cupping Club. Et puis, alors, je rejoins un peu Eva, en fait, qui dit merci à vous. C'est super intéressant de cupper en live, c'est clair. En fait, c'est jamais fait ça. C'est vraiment chouette. Et j'espère que vous continuerez. Donc, on verra. Hein. Et Clément qui dit on est passé du yoga respiratoire à la méditation sonore. C'est bon, c'est sur Rain or Shine seulement. Très mystique.
séance par un temps calme et un moment de voilà Ouais. pour être bien avec soi et puis reprendre la vie. Voilà, on va ouvrir la porte et la vie va reprendre avec le bruit, Les masques. les masques. Donc là, on est dans une bulle. Profitons de cette bulle tous ensemble. Voilà. C'est ça. Ok. Bah Merci ouais, beaucoup, Morgane. j'espère qu'on fera les prochaines boîtes aussi en live. À voir. Voilà, ça tombait parfaitement là. Ouais, Merci beaucoup pour votre accueil. Tester, avec plaisir. Ouais. Voilà. Et puis Allez, le mois prochain, Ouais, on peut exactement, ça marche. tous. Salut Bonne à tous. journée. Ciao, ciao. Bonne journée à tous. Salut.